on a fait le pari de transformer le lieu très rapidement en centre d'hébergement d'urgence. Il est juste à côté. Et puis quand on a découvert cette magnifique chapelle et puis tout l'espace attenant autour, on a décidé de faire de cet endroit un tiers-lieu éphémère, provisoire. On est là pour quelques années. L'État nous en a confié la gestion. Et de dédier ce lieu à l'échange, à la mixité sociale, à l'économie sociale. Il y a des espaces de coworking, on privatise aussi la chapelle. On a fait le pari de faire tourner ce projet sans subvention publique. Donc c'est grâce à la privatisation, grâce au mécénat qu'on peut à côté de ça avoir des activités d'animation socio-culturelle, éducative avec les personnes qui sont hébergées ici, avec vous, avec les gens du quartier. Donc il y a des moments où vous vous retrouvez entre vous et puis d'autres moments où vous pouvez aussi venir, le week-end notamment, et partager avec les personnes hébergées. Voilà, ça s'appelle un tiers-lieu innovant et c'est de l'ESS aussi. Bienvenue à tous et ravi d'accueillir cette soirée. Merci beaucoup. Consulting Group et je vais vous accompagner tout au long de cette soirée. Donc je souhaitais d'abord vous souhaiter la bienvenue également, de remercier Madame et Messieurs les membres du jury ainsi que les anciens candidats et lauréats d'être ici. Et je voulais vous dire qu'on a fait une autre innovation en dehors du lieu. Le traiteur s'appelle Baluchon. C'est un traiteur qui est issu de l'économie sociale et solidaire, et vous verrez, c'est d'excellente qualité. Enfin, vous me le direz après, mais je suis sûr que vous apprécierez. Donc voilà pour le démarrage. On va avoir plusieurs temps dans la soirée. Un premier temps, donc nous voulions vous parler de cette étude qui a été faite sur les talents, et notamment auprès des grandes écoles, puisque nous avons fait ça avec la conférence des grandes écoles et avec Ipsos, qui vous parlera de leur vision de ce qu'ils attendent enfin, en gros, de leur parcours professionnel et de l'économie sociale et solidaire. Un deuxième temps où nous allons aussi récompenser les jeunes espoirs, puisque nous avons rajouté ça depuis l'année dernière, des projets qui sont plutôt des potentiels que des réalisations, tandis que le prix d'entrepreneur social sont des réalisations avancées. Et enfin, on passera à la remise du prix où nous vous montrons les 4 candidats et nous dévoilerons le nom du lauréat. Voilà. Donc sans plus entendre, Brice, vous avez dû trouver l'étude sur votre siège et je demande à Brice de venir nous en dire quelques mots. Merci. Donc, je vais vous présenter rapidement les grands enseignements. Je crois que vous avez l'intégralité des résultats dans le petit dossier qui vous a été remis. Mais donc les grands enseignements de cette consultation que nous avons faite auprès des élèves des grandes écoles et puis également des anciens élèves des grandes écoles. Nous avons eu, en termes de consultation d'échantillons très rapidement, un échantillon très conséquent puisque plus de 130 écoles différentes d'ingénieurs, de management, de communication ont participé à la consultation. Et vous le voyez derrière moi, il y a eu plus de 3000 répondants, donc c'est tout à fait conséquent et intéressant comme dimension de cette enquête. Alors, premier élément important, je vais peut-être plutôt me mettre là si je peux. Vous le voyez ici, il y a 5 grands enseignements clés qui se dégagent de cette enquête. Nous avons une génération de jeunes talents qui est exigeante et qui est en quête de sens. C'est vraiment une dimension très importante, vous allez le voir pour eux. Une génération également qui s'engage davantage que les jeunes du même âge. En ce qui concerne l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social, c'est un secteur, c'est quelque chose qui attire, qui intéresse, vous le verrez également, mais dont les contours malgré tout restent flous. Un point non négligeable de cette consultation, c'est de voir que les femmes témoignent d'une meilleure connaissance de ces secteurs et également d'une plus grande appétence. Il y a peu de différence entre les différentes catégories d'élèves qui nous ont répondu, mais là, il y a quelque chose qui est tout à fait notable. Et puis, ce sont aussi des talents qui sont confiants pour leur avenir, qui savent ce qu'ils veulent faire. Et là, pour le coup, la rémunération n'est pas pour eux une priorité. Cela rejoint la dimension extrêmement importante de quête de sens.
Alors, quête de sens, juste comme indicateur, vous le voyez ici, on leur a posé toute une série de questions sur qu'est-ce qui était important pour eux dans leur travail. Et les 3 critères qui sont le plus mis en avant sont les critères que vous avez là. L'intérêt du poste, 88% de citations, ce qui est normal. On a toujours sur le rapport au travail la question de l'intérêt du poste qui arrive à un niveau élevé. En revanche, la hiérarchie est importante et intéressante puisque immédiatement après, vous avez l'ambiance et le bien-être au travail. Et puis, juste en 3e position sur le podium, être en phase avec ses valeurs. Et tous les autres critères que nous avons posés, et notamment les critères plus matériels sur les conditions de travail, sur le trajet, sur la rémunération, je vais y venir, sont relégués vraiment en fin de liste. Donc les leviers fondamentaux pour cette génération, cette catégorie de talents, ce sont ceux-là, et c'est cette exigence de sens qui ne cesse d'ailleurs de s'accroître. Autre élément, quand on leur demande parmi cette liste ce qui les rendrait fiers en termes de réalisation professionnelle, eh bien vous le voyez, ce qui induirait de la fierté, c'est prioritairement d'avoir été utile, d'avoir apporté quelque chose d'important à la société en termes de changement, d'innover, de se développer professionnellement, d'avoir créé de l'emploi, et beaucoup moins des considérations égotiques que l'on parle de moi dans les médias, ou avoir gagné beaucoup d'argent qui arrive quand même extraordinairement loin, extrêmement loin par rapport aux autres dimensions. C'est là où les choses soit bougent d'une manière générale, soit spécifient, c'est ce que je crois, spécifient cette catégorie de talents qui nous a répondu. Deuxième grand enseignement, c'est une génération qui s'engage, je vous l'ai dit, je vais passer un peu plus rapidement sur ces éléments, même s'ils sont forts. Vous voyez, qu'est-ce qu'un travail utile pour ces personnes? Eh bien, c'est un travail d'abord où on œuvre pour l'intérêt général, on retrouve la dimension aussi de sens à travers cela, où on améliore la vie des gens, ou un travail qui permet de changer les choses. Et puis l'idée de vivre confortablement, non, c'est pas vraiment ça qui est considéré comme un levier important ou utile. Et ce sont des individus qui s'engagent dans des associations beaucoup plus que la moyenne des Français. Vous le voyez, 54% sont membres d'une association, ce qui est bien plus que ce qu'on a dans la population globale, on est plutôt à 31%. Ils sont intéressés aussi par des secteurs, leur podium est tout à fait révélateur, par des secteurs qui sont très spécifiques, l'environnement d'abord, les énergies ensuite, le conseil, on est quand même sur des talents qui sont issus ou qui sont dans des grandes écoles, dont des écoles de management, et puis l'humanitaire, c'est important, et cela arrive immédiatement après en 4e position. Ce besoin de sens, ils peuvent aussi avoir envie de l'exercer, vous le voyez, dans toute une série d'entreprises, bon, y compris des ONG, mais également dans un grand groupe. C'est même une réponse qui est beaucoup citée, ce qui montre que le lieu dans lequel on peut trouver de l'utilité et du sens et être en phase avec ses valeurs n'est pas prédéterminé par la structure dans laquelle on pense qu'on va œuvrer. Les grandes entreprises peuvent également offrir ce type de possibilités. 3e point, l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social. Donc je vous le disais, c'est un secteur qui les attire, c'est un secteur également où on mesure qu'un étudiant sur 2 nous dit qu'il aimerait y travailler, ce qui est quand même important, voire colossal. 7 sur 10 aimeraient faire un stage dans ce secteur, donc il y a une réelle appétence. 4 sur 5 estiment aussi que le secteur va se développer, donc on est sur une dynamique qui pour eux est importante. Mais pour autant, il faut quand même nuancer les choses, puisque si on connaît à des niveaux élevés en termes de notoriété ces 2 secteurs, c'est surtout d'une manière vague. Il n'y a pas une connaissance très profondément ancrée et c'est un frein, je ne vous présente pas là tous les résultats, mais cette méconnaissance du secteur est un véritable frein à l'entrée, à la possibilité et à l'envie d'y travailler. Ce qui pénalise aussi ce secteur, c'est qu'un étudiant sur 3 seulement a dans son entourage proche quelqu'un qui connaît ou qui œuvre dans l'ESS. Un petit focus sur les femmes, parce qu'il y a là des différences qui sont notables. Elles sont plus impliquées, plus attirées par ce secteur. Systématiquement, vous le voyez, en termes de notoriété, il y a un vrai gap entre les femmes et les hommes, y compris dans la connaissance de ces 2 concepts que sont l'ESS et l'entrepreneuriat social. On a également une différence extrêmement forte d'intérêt et d'envie d'y travailler entre les hommes et les femmes. Vous voyez, 61% qui aimeraient travailler dans ce domaine pour les femmes, 45%, j'ai envie de dire, seulement pour les hommes. Donc là, la différence est massive, notable. Et puis également, les femmes sont beaucoup plus en accord avec les grands principes qui se rapprochent de ces secteurs. On en avait testé plusieurs et elles sont beaucoup plus proches de ces grands principes que les hommes. Dernier élément enfin, je vous disais que ce sont des talents qui sont confiants pour leur avenir.
Et la rémunération donc n'est pas la priorité numéro 1 pour eux, alors qu'elle peut être à un niveau beaucoup plus élevé chez les autres catégories de jeunes. D'abord, pour 79%, ce sont des talents qui savent ce qu'ils vont faire demain, qui ont une idée assez précise de leur projet, qui augmente évidemment avec leur parcours dans la filière. C'est encore plus fort quand on est en Master 2, où là, c'était à 89%. Mais regardez également cet indicateur sur la rémunération. Donc on leur demandait si chacun des critères suivants était primordial ou important dans le choix de leur futur métier, ce qui est quand même assez crucial en début de parcours. Et bien la question de la rémunération arrive en 10e position seulement sur les 16 critères proposés. Donc ce n'est pas ça leur levier et leur dynamique. Et à nouveau, ce 53% qui seraient fiers d'avoir gagné beaucoup d'argent au cours de leur vie professionnelle, eh bien c'est la 9e et la dernière position parmi l'ensemble des critères qui ont été posés. Donc ce n'est pas ça, véritablement, qui structure leurs envies, leur dynamique et leur appétence à l'égard d'un secteur qui les attire, mais pour lequel il y a encore de gros enjeux de connaissances et du coup aussi de communication. Merci. Bien. Bonjour, vous m'entendez? Ok, cool. Salut. Donc, je m'appelle Christian. On est très content d'être partenaire pour la 2e année avec le prix de l'entrepreneuriat social du BCG, notamment la partie Jeune Espoir. Et donc, le travail de Make Sense, c'est un peu, vous avez vu dans l'étude précédente, les jeunes ont envie de s'engager, de trouver du sens. Et nous, en fait, on a eu la chance, il y a 4 ans, de démarrer un projet où on va avoir une plateforme internet, makesense.org, sur laquelle 25 000 personnes, pour l'instant c'est entre 18 et 35 ans, vont venir et trouver des projets d'entrepreneurs sociaux ou d'associations qu'ils vont pouvoir aider. Et donc ils vont faire du bénévolat, tenter de résoudre leurs défis, trouver des business models, faire des campagnes de communication ou inventer leur plan marketing. Et depuis maintenant 2 ans, on a monté un réseau d'incubateurs qui s'est déployé d'abord à Paris, donc situé à Bastille, mais on vient d'ouvrir à Bruxelles, en Belgique. Il y en a aussi un autre au Mexique et un qui ouvre à Dakar demain. Et du coup, l'idée, c'est un peu que les projets qu'on a à Paris puissent aussi se développer en France, mais à l'international, et de montrer à tous ces étudiants qui sortent, par exemple, de grandes écoles de commerce, que c'est pas parce qu'on est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire qu'on peut pas avoir des aussi belles success stories que Facebook, par exemple, mais cette fois-ci pour changer le monde, voilà. Et du coup, je suis très content de pouvoir remettre le prix au projet Jeune Espoir qui a été choisi par le jury. Et du coup, le gagnant va gagner un accompagnement de 6 mois au sein de l'incubateur de Make Sense à Bastille, donc des bureaux, des mentors, mais surtout un accompagnement personnalisé de la part du BCG. Comme ça, ils pourront peut-être gagner l'année d'après le prix de l'entrepreneur social. On va attendre 2-3 ans. D'accord, ok. On ne sait jamais, peut-être que ça grandit plus vite avec les technologies. Et du coup, le gagnant de cette édition du prix Espoir du BCG est Village Map, avec Kevin et Jérôme. Je vous invite à monter. On parlait de grandes écoles tout à l'heure. Ils ont fait l'INSEAD, mais ils vont dire un mot. Bon, tout d'abord, merci à tous. Pour nous, c'est vraiment un honneur d'être ici. Ça représente vraiment quelque chose de remarquable parce qu'on avait dans les radars Make Sense depuis très longtemps. On est très impressionnés par ce qu'ils font et voilà, ça nous fait vraiment un grand plaisir. On remercie aussi les organisateurs et le jury. On voudrait remercier aussi notre équipe qui est ici en fait. Je vous demanderai voilà, de vous lever. Voilà. Merci à tous. Alors, avec la lumière, je ne sais pas si je vois bien, mais je vois quand même qu'il y a Jonathan, Sandrine, Aurélia, Lucas, Thomas, Justine et Mathilde qui est cachée. Voilà, donc en fait, sans notre équipe, on n'aurait jamais pu voilà, réaliser cette vision de Village Map, mais j'aimerais passer la parole à Kevin pour vous expliquer brièvement qu'est-ce que Village Map. Ce serait bien. Merci. Oui, alors Village Map, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est une plateforme de proximité, un quartier, une plateforme sur laquelle en fait on recense à la fois les associations locales, les commerçants de proximité,
leurs produits, leur histoire, sur un site qui s'appelle villagemap.fr, qui n'est pas encore lancé. Et la raison pour laquelle on a lancé ça, c'est parce qu'on est parti d'un constat. Ce constat est celui du délitement progressif de l'économie locale, celui de la standardisation des centres-villes aujourd'hui dans les villes, qui dénature nos quartiers, celui de la perte de lien social aujourd'hui, de l'anonymat qu'on peut ressentir dans les grandes villes, et de cette ironie d'être tous connectés au monde entier et d'être déconnectés de notre environnement proche, de nos voisins. Et donc VillageMap se bat contre ça. VillageMap, c'est aussi un acte citoyen, celui de mettre en avant les commerces de proximité, les artisans, les créateurs, les associations locales, afin de transformer les villes en villages et de remettre au cœur de tout l'humain. Anne Hidalgo disait le mois dernier qu'il est hors de question que Paris perde son âme. Elle parlait des commerçants justement parce qu'elle sait qu'il y a une menace aujourd'hui qui plane sur eux face à la concurrence des grandes chaînes de e-commerce, le digital, le coût croissant des beaux commerciaux. Et surtout, elle parlait de ça parce que les commerçants, entre autres, ont un rôle social très important dans les villes. Ce sont les garants d'une ville non uniforme, vivante, dans laquelle les citoyens, les locaux, les touristes se rassemblent, échangent, discutent, se rencontrent et apprécient les produits locaux consommés, voilà, des produits en faible quantité. Et donc VillageMap, c'est ça, c'est une méthode qui rassemble, qui mobilise le digital pour renforcer le local et qui rassemble en une seule et unique plateforme justement des événements de quartier, des événements d'associations, des commerçants, comme je disais, des produits, et que vous pouvez réserver sur notre plateforme et que bientôt vous pourrez acheter et vous faire livrer à pied ou à vélo. Et notre vision, c'est effectivement de pouvoir petit à petit transformer toutes les grandes villes européennes, pourquoi pas du monde, en justement des lieux conviviaux, des lieux où on connaîtrait justement le prénom de son boucher, on connaîtrait le nom de son voisin, on saurait quelles sont les ressources autour de nous, quels sont les talents qui sont dans notre immeuble, et on pourrait justement ensemble bâtir un monde voilà, qui est plus responsable et plus agréable à vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous invite à... Nous cherchons à imprimer, comme vous le savez, à la fois l'impact social, le modèle économique, l'innovation. Donc je vais appeler maintenant les candidats. Paul Benoît, pour commencer à venir sur scène, l'homme qui veut utiliser le big data pour chauffer gratuitement. Je vais appeler Olivier Flamand, l'homme qui veut utiliser la culture cette fois pour insérer par le travail. Bernard Devers, qui lui peut utiliser des solutions bigénérationnelles et d'autres solutions encore pour le logement. J'ai un trou. Qui est le quatrième? Lamine Thiam. Voilà. Et Lamine Thiam qui veut utiliser la médiation dans les banlieues et dans les trains pour plus de civilité. Je vous invite à vous asseoir, à choisir vos places, celle qui vous plaît le plus. Et maintenant, je vais demander à Hilde Schwab, qui est avec nous depuis l'origine, depuis 2007, où nous avons créé ce prix, qui nous a soutenus et qui est, comme chaque année, pleinement engagé à nos côtés. Donc, d'introduire. Merci Jean-Michel. J'aimerais tout d'abord saluer les lauréats qui étaient participants dans ce prix 2015 et surtout les anciens lauréats qui sont dans la salle. Ça me fait très très plaisir de tous vous revoir et je voudrais remercier au jury qui était là pendant toutes ces années immanquablement, qui a débattu avec beaucoup d'âme des projets pour trouver le gagnant. C'est un très grand plaisir d'être parmi nous, chers amis. J'aimerais surtout remercier le BCG et notre partenaire pendant toutes ces années, et particulièrement Jacques Chapuis, qui était le champion de l'entrepreneuriat social pendant toutes ces années et qui a su passionner son équipe pour la cause, ainsi que Jean-Michel Quay, qui a repris le flambeau. Je vous remercie. Je suis très contente que nous pouvons ainsi mettre en valeur les entrepreneurs sociaux de France et leur donner une plateforme pour présenter le travail remarquable qu'ils font dans de multiples domaines. Comme chaque année, j'aimerais faire un petit compte-rendu des discussions qui ont lieu voici 2 semaines pendant la réunion annuelle du World Economic Forum à Davos.
Le thème de cette année était « Maîtriser la 4e révolution industrielle ». Le monde est actuellement confronté à 3 grands défis qui ont tous été abordés à Davos, le terrorisme, l'économie mondiale et l'impact des nouvelles technologies. Le terrorisme est un sujet majeur de préoccupation à Davos, comme bien évidemment à Paris, après les attentats de l'année dernière, ainsi que la crise des réfugiés, la situation en Syrie et en Irak. En outre, les chefs d'État et les dirigeants d'entreprises réunis à Davos se soucient de l'incapacité de l'économie de gagner d'une vitesse de croissance adéquate, 8 ans après la crise financière. En même temps, nous sommes confrontés aux effets imminents des nouvelles technologies sur les modèles d'affaires et surtout sur les structures de l'emploi et ainsi sur nos sociétés. Le grand souci était l'impact que vont avoir ces nouvelles technologies comme la robotisation, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, la désintermédiation, exemple Uber, Airbnb, sur le secteur des services et de l'administration. Une étude aux États-Unis a montré que jusqu'à 50% des emplois pourraient être menacés par l'innovation fulgurante de la technologie. Cette perte concernerait surtout des emplois dans la catégorie occupée par la classe moyenne. Or, cette classe moyenne est le pilier de nos structures démocratiques. Aujourd'hui, la question se pose d'où vont venir les emplois à l'avenir si la 4e révolution industrielle élimine une partie du travail, surtout dans les entreprises, dans les banques, dans l'administration et aussi dans les services. À cela, il y a seulement une réponse. Dans une société qui va avoir de plus en plus de problèmes, nous avons besoin de personnes qui s'engagent pour la société. L'entrepreneur social est le modèle pour l'avenir. Loin d'être seulement une menace, la 4e révolution industrielle présente aussi des opportunités d'utiliser ces nouvelles technologies pour le progrès social, pour l'innovation sociale, par exemple dans le domaine de la sauvegarde de l'environnement, du maintien d'une meilleure santé, dans l'éducation, etc. Et plus important encore, nous avons besoin d'humaniser cette révolution technologique où seulement le cerveau fonctionne. Nous avons besoin du cœur et de l'âme des entrepreneurs sociaux, de leur passion et de leur compassion. La France est devenue un des pays les plus entrepreneuriaux. Avec ce prix, nous voulons encourager la création d'entreprises et l'innovation sociale. Et je vois que la relève est assurée, d'après ce que nous avons vu maintenant avec les jeunes entreprises qui sont en train d'être créées. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Hilde. Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'ai 1 minute, 2 minutes. Enfin, le film est bien fait finalement, donc je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter, sauf que un élément très important par rapport à ce que je viens d'évoquer sur le monde de la culture, notre propos c'est aussi d'améliorer les conditions de travail, le rapport au travail des salariés qui nous accompagnent, et aussi, alors dans le secteur culturel, c'est beaucoup les collectivités locales, l'État, et c'est pas forcément le meilleur exemple en fait de l'accompagnement vers un travail de qualité ou avec une dimension sociale très forte. Je fais référence notamment à un article dans Libération ce matin ou hier matin à la Cinémathèque par exemple, où ils travaillent avec des sous-traitants qui pressurisent et précarisent des salariés avec des grands groupes en fait qui deviennent des sous-traitants des services de l'État dans le monde de la culture. Donc être entrepreneur social, c'est aussi penser le bien-être des salariés et essayer de nous-mêmes penser par rapport à nos territoires autrement que les grands groupes, les grandes entreprises qui ne sont là que pour faire une activité financière, capitaliste peut-être, mais qui en tout cas prend mal en compte les salariés. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à mon propos. Merci à tous. Merci Olivier. Hilde, avez-vous une question pour Olivier peut-être? Oui, j'aimerais vous poser une question par rapport à ce que je viens de développer sur les nouvelles technologies, nouvelle industrie, cette 4e révolution industrielle. Comment pouvez-vous saisir les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies ou dans quel sens les nouvelles technologies influencent votre travail, votre entreprise? Alors,
Actuellement, très peu, en fait, parce que donc moi, je travaille dans un secteur qui est l'insertion par activité économique, et je suis issu du travail social, et dans le travail social, on est très peu outillé, on développe très peu ces idées, donc pour l'instant, on est encore un peu arriéré, certainement, mais j'ai des idées de développement pour que le numérique fasse aussi partie de notre travail d'insertion, notamment dans le développement des services que nous allons développer auprès des acteurs culturels. Donc je pense que nous, dans l'insertion par l'activité économique et l'ESS, nous avons à penser, alors tout à l'heure, les jeunes entrepreneurs sociaux voilà, sont tous très connectés, nous on est un petit peu décalés par rapport à ça, mais il va falloir que dans le travail social, on s'y mette vraiment et qu'on pense nos outils aussi au regard de l'activité numérique et nos prestations de services également. Voilà. Donc c'est l'avenir et on va l'investir. Merci. Merci Hilde. J'invite Jean-Louis Picot du Parisien à venir sur scène pour remettre notre deuxième diplôme. Et j'en profite pour remercier Jean-Louis pour la très belle couverture qui a été faite par le Parisien sur le prix de l'entrepreneur social. Merci. Bonsoir. Pour la deuxième année, vous venez de le dire, le Parisien Économie est partenaire de ce prix. Nous en sommes ravis, nous en sommes fiers même. On y consacre chaque année un numéro spécial sur lequel vous êtes peut-être assis en ce moment, mais vous verrez, il se lit très bien. Alors, être utile, être généreux, être performant, ce sont des choses que le Parisien Économie aime mettre en avant, montrer, raconter. Et ce sont des choses que je pense on partage avec les gens qui organisent ce prix pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Aujourd'hui, le business et le social peuvent se retrouver dans une même phrase sans qu'on dise « chercher l'erreur, il y a un problème ». C'est pas forcément un gros mot de parler de business quand on fait du social et inversement. Les difficultés que l'on rencontre, qui ont été évoquées à l'instant, qui sont sur de multiples thématiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient économiques, bien sûr, ces difficultés peuvent être génératrices de recherche, d'idées et d'évolution. En tout cas, on peut l'espérer et on peut s'appuyer là-dessus pour avancer. C'est exactement ce qu'ont fait les gens qui sont derrière moi. Voilà ce que je voulais dire principalement. Une dernière chose qui explique notre engagement dans ce prix, c'est que toutes ces personnes, ce sont de magnifiques histoires que j'ai découvertes il y a peu. Et quoi de mieux pour un journaliste que d'avoir une belle histoire à raconter. Donc pour ça aussi, c'est un plaisir que j'espère on renouvellera encore pour pas mal d'années encore. Merci. Merci Jean-Louis. Je vous propose de regarder la vidéo du candidat Paul Benoît. Une question, Jean-Louis, peut-être ? Effectivement, il y a pas mal de choses déjà dans le film. Effectivement, nous, il y avait un objectif premier qui est d'exploiter cette chaleur perdue, qui va être de plus en plus importante. J'ai beaucoup apprécié l'introduction de Madame Schwab sur le sujet. On est face à une révolution colossale, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière cette révolution, il y a à la fois des robots, mais il y a aussi beaucoup d'ordinateurs, et il y en a de plus en plus. Ça va consommer de plus en plus d'électricité. Donc un des sujets, c'est comment exploiter au mieux ces monstres que sont les data centers numériques qui vont se multiplier, et comment démocratiser donc cette puissance pour que le plus de gens possible y accèdent. Parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille dans un des secteurs qui est très gourmand en puissance de calcul, qui est l'animation 3D. On dit souvent que il faut, aujourd'hui, pour faire des beaux dessins animés, il faut du talent et de la puissance de calcul. Donc, c'est une façon de notre solution est aussi une façon de démocratiser ce genre de solution. Et je voudrais rebondir aussi sur l'introduction qui a été faite au départ sur les envies des jeunes aujourd'hui dans les grandes écoles. Je reviens tout juste du CES de Las Vegas, c'est un univers complètement différent. Il y avait énormément de Français, ils étaient très appréciés, aussi bien en tant qu'exposants et en tant que visiteurs. Et on a vraiment senti qu'on est reconnu comme étant ce qu'on appelle des game changers. Et la France est très attendue sur ça, comme elle l'a toujours été depuis des siècles. On parle des Lumières, bien sûr, mais sur ces aspects-là, il y a beaucoup d'idées innovantes, disruptives, sociales, qui peuvent changer le monde. Et
la France a vraiment un rôle très important à jouer dans ça. Et il faut avoir confiance dans ces idées de rupture. Enfin, le projet que nous, on porte, beaucoup de gens ont trouvé ça très farfelu au départ. Aujourd'hui, on lève des fonds, on va à Las Vegas, on est reconnu, on travaille avec des data centers. Donc il faut garder cette confiance qu'on a ici en France. Merci. Merci Paul. Merci beaucoup. Juste une question. Quel est votre prochain projet farfelu ? Alors, des projets farfelus, on les partage avec notre équipe. Ça, c'est aussi, il faut rester ouvert aux projets farfelus de son équipe. Alors, je ne vais pas tout dévoiler, mais on a pas mal de projets sur du cinéma d'animation qui sont assez sympas. Après, des projets farfelus, on en a pas mal dans les cartons avec nos employés qui ont des idées régulièrement. Donc, on essaye de sélectionner les meilleurs. Donc, je ne vais pas les dévoiler tout de suite, mais on en a un par mois. Bien essayé. J'aurais essayé. Merci. Merci beaucoup Jean-Louis. Donc je vais maintenant appeler Christian Sauter à venir sur scène, président de France Active qui nous a accompagnés depuis le début. Monsieur le ministre. Chère Hilde, bonjour à tous. Quand j'ai cessé d'être ministre, je me suis dit qu'on pouvait servir l'intérêt général sans appartenir à l'État. Et j'ai donc pris, à la demande de Claude Alfandéry, la responsabilité du réseau France Active. France Active, c'est un réseau qui encourage, qui accompagne, qui finance des entrepreneurs sociaux. Et nous allons peut-être en parler dans un instant. Nous avons collecté l'an dernier 21 millions d'euros d'épargne solidaire, ce qui prouve que les Français, pas seulement les jeunes, comme on l'a vu dans la très belle enquête, mais l'ensemble des Français ont le cœur altruiste et solidaire. Donc nous avons collecté 21 millions d'euros et nous avons aussitôt investi ces 21 millions d'euros dans 1200 entreprises solidaires. Alors, nous faisons aussi de l'accompagnement et du financement de chômeurs créateurs d'entreprises, 5800 l'an dernier. Je dirais, quand je vois la tribune derrière, que 45% des créateurs que nous accompagnons sont des femmes. Donc, je crois qu'il y a, comme on l'a vu dans le sondage, il y a beaucoup de possibilités d'entrepreneuriat social pour les femmes et il y a des dispositifs particuliers pour les soutenir. Donc je vois qu'on a raté quelque chose, quoi. Merci, Christian. Je vous propose de regarder la vidéo de Bernard Devers. Peut-être vous dites quelques mots, puis après je vous pose une question. Entreprendre pour humaniser la dépendance, le nom même de la société dit ce qu'on veut réaliser, entreprendre. Entreprendre, c'est agir en essayant de voir en fait quelles sont les ruptures sociales, quelles sont les carences, et de se dire eh bien comment on va agir. Entreprendre, ensuite, c'est humaniser. Et ce qui a été évoqué ce soir, c'est bien cette invitation, les uns et les autres, de se dire comment cette société peut être davantage précisément humanisante. Au fond, un des drames de notre société, c'est l'indifférence. Et pour toucher la question du logement qui nous concerne, je suis engagé depuis 30 ans, le mal logement, c'est d'abord le mal de l'indifférence. Et l'activité économique, l'entrepreneuriat social, précisément parce qu'il y a une trace de gratuité, parce qu'il y a cette trace de l'attention à l'autre, marque ce refus de l'indifférence. Entreprendre, humaniser, et au regard des situations de dépendance, ne pas enfermer les hommes et les femmes qui sont dans ce type de situation et leur faire découvrir que, quelle que soit leur histoire a du prix. Merci Bernard. Je vous pose
une seule question. Vous démontrez à l'évidence, et c'est la réponse à la 4e révolution industrielle, que à côté de l'innovation technologique, il y a l'innovation sociale, parce que vous avez des valeurs très fortes, mais surtout vous trouvez des solutions nouvelles pour résoudre des problèmes sociaux ou des problèmes économiques qui étaient antérieurement insolubles. Quelle est votre prochaine innovation sociale? La prochaine innovation sociale, ça sera précisément de développer toute l'approche en fait, de l'habitat intergénérationnel ou bigénérationnel. On a commencé, on voit les écueils. C'est au fond un habitat partagé et de cet habitat à partir duquel on va bâtir des passerelles. Au fond, cette société, elle a besoin de bâtisseurs, de passerelles. Je ne parle pas de ponts, ça serait prétentieux, mais de ces passerelles à partir desquelles finalement on rassemble des hommes et des femmes, on marque une attention à l'autre. Finalement, la grande innovation sociale, c'est de s'éveiller jusqu'à découvrir que la question du sens conduit au goût de l'autre. Oh, wow. Merci.